Je vais peut-être juste me situer un petit peu d'abord, parce que c'est vrai que là, avec vous, j'ai envie de partager quelque chose qui est tout frais pour moi. C'est vraiment un terrain en friche, parce que je viens de commencer ce post-doc. Donc on sera pas forcément dans des analyses, mais j'avais plutôt envie de parcourir avec vous des sources qui m'intéressent. Et puis dire aussi, en effet, Stéphane a dit qu'on se connaissait bien avec Vincent, parce qu'avec Vincent Pujou, ça fait pendant plusieurs années, en fait, on s'est beaucoup intéressé à l'impact des sciences du cerveau sur la psychiatrie notamment, sur la manière dont étaient appréhendées les maladies mentales. Et puis dans le cadre en fait, de recherche et d'enseignement, on a beaucoup exploré aussi le vocabulaire des promesses, notamment en neurosciences psychiatriques. Donc moi, c'était un des champs qui me passionnait. On a aussi rédigé des articles là-dessus. Et puis en même temps, je travaille beaucoup avec des soignants, surtout à Lausanne, que ce soit des personnes, des infirmières, mais aussi des médecins. Et puis dans le cadre de ce programme, au départ, j'étais peut-être plus en train de m'intéresser aux promesses scientifiques, et puis je me suis dit peu à peu que j'avais peut-être envie de retourner à quelque chose de plus concret. Et j'ai commencé à explorer des sources, notamment les classifications internationales des maladies. Je pense que chacune d'entre vous connaît ces classifications. Enfin, en psychiatrie, on utilise beaucoup le DSM, mais il y a une classification internationale qui est utilisée de longue date. Et je me rendais compte que finalement, moi j'ai plutôt une posture, on l'a pas mal évoqué là, de sociologue des sciences et des techniques. Finalement, les parcours de ces codes, comment ils sont construits, comment ils circulent, comment ils sont traduits d'un endroit à l'autre, je me suis rendu compte que c'était peu exploré dans les sciences sociales. Donc c'est ça que j'ai envie de parcourir avec vous, et puis j'ai mis ces termes-là, catégoriser, construire, traduire, interpréter, parce que finalement c'est un peu les balises de ce que je vais présenter, et puis de ce qui m'intéresse. J'essaierai aussi de lier les méthodologies que j'entends mettre en place, parce qu'encore une fois, je suis au début du parcours. Alors, une des choses que je trouve intéressante, donc tout le monde voit ce que c'est ces classifications internationales, je vais revenir un peu là-dessus après, mais une des choses que je trouve assez intéressante déjà dans ces classifications, c'est elles font leur propre histoire. En fait, dans les manuels, dans les classifications internationales des maladies, on a toujours un historique avec des figures incontournables, masculines, qui seraient en fait les personnes, les précurseurs, si vous voulez, des classifications de morbidité. Mais il faut savoir qu'en fait, avant de classer les maladies, on a surtout voulu classer les morts, les décès. Et si on prend dans les documents, dans les classifications internationales, ces historiques, les historiques qui figurent toujours au début des manuels, on a quelques figures que j'ai appelées les incontournables. Alors, il y en a un, je pense, qui vous dira quelque chose chez Jacques Bertillon, mais je reviens un petit peu en arrière. Donc, en Grande-Bretagne, on a William Farr. En fait, c'était un médecin. Il est un peu, en fait, considéré comme le fondateur de la surveillance épidémiologique. Et puis, lui, il avait la volonté, en fait, d'adopter une nosologie commune pour tous les médecins. Et l'idée, c'était pour lui de classer, en fait, déjà les maladies en 5 groupes principaux. Donc déjà les épidémies, les maladies plus générales, les maladies qui étaient plutôt liées à un développement et puis des conséquences de traumatisme, et puis des maladies qui étaient plus liées à des handicaps. Donc il y avait déjà cette volonté pour lui de classer les différents types de pathologies. Et puis plus proche de chez nous, parce que ça s'est passé entre Genève et Paris, on a Marc Despines, qui est aussi un médecin, et lui qui est considéré comme un peu le fondateur de la médecine préventive, qui s'est beaucoup intéressé aux statistiques. Et lui, il a milité dans différents pays d'Europe, il a travaillé en Genève et Paris, pour dire qu'il fallait qu'il y ait des statistiques de décès. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais lui, en fait, il est considéré comme aussi un des précurseurs de tout ce qui est statistiques mortuaires qu'on a essayé de comparer. Et les deux ensemble, en fait, ils ont présenté ensemble la première nomenclature des décès. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle. On n'est pas encore dans une nomenclature internationale. Ça va se passer en France avec Jacques Bertillon. Je crois que c'est une figure qui est assez renommée par chez vous. Lui, donc, c'est un statisticien français qui était aussi médecin de formation, et puis qui a présenté une classification, la nomenclature internationale des causes de décès. Puis en fait, c'est cette nomenclature qui est la première CIM, en fait, la première classification internationale des maladies. Ça, c'était en 1885. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on était encore vraiment dans une classification de morts,
et que peu à peu, déjà Bertillon lui avait proposé que tous les 10 ans ce soit révisé, à partir du moment où il a présenté cette classification au Congrès international de la statistique. Ça a été donc réadapté tous les 10 ans jusqu'en 1948, au moment où, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'OMS en fait qui a adapté ces classifications. Donc là, on était au niveau de la CIM numéro 10 déjà. Mais pour que vous compreniez qu'en fait, on est passé d'une classification de décès à peu, à partir du moment où c'est l'OMS qui a repris cette classification, à une classification mortalité et morbidité. Alors, je trouve intéressant déjà de prendre ces trois figures, parce qu'à partir du moment, là je vous montre juste quelques sources, mais si on retourne dans les sources primaires, en fait, là c'est l'ouvrage de Marc Destine, hein, Statistiques mortuaires comparées. Il y a déjà toute cette volonté d'essayer de faire comprendre pourquoi c'était important, non seulement de classer les décès, lui il allait même plus loin, parce qu'il disait déjà à la fin du 19e siècle qu'il faudrait classer les maladies. Mais je trouve assez intéressant parce qu'on reprend peu ces textes-là. J'avais juste envie de vous proposer de parcourir avec vous, mais on lit, c'est dans la préface de son livre, dès qu'il s'agit de mesurer la fréquence d'une maladie ou le rôle qu'elle joue dans la mortalité d'une population, dès qu'il faut apprécier sa fréquence morbide ou mortuaire selon l'âge, le sexe, l'habitation, les saisons, la condition sociale, l'hérédité, la profession, en un mot, dès que les recherches portent sur les causes prédisposantes, les monographies basées sur des faits d'hôpitaux, de pratiques ou de compilations ne fournissent plus que des résultats incertains et souvent en contradiction les uns avec les autres. Donc, je trouve qu'on perçoit assez bien son projet. Il continue. Et pourquoi ? Parce que ce genre d'appréciation ne peut plus se déduire immédiatement d'une simple comparaison entre les faits observés, parce qu'il faut déterminer auparavant le rapport qui lie la base d'observation qu'on soumet à l'analyse à la population dont elle est malade. En d'autres termes, on a dans la collection de faits qu'on analyse que des numérateurs de fractions dont les dénominateurs sont inconnus. De ce manuel de statistiques mortuaires comparées, Jacques Bertillon s'est passablement inspiré après de ça. Je trouve aussi intéressant, Marc Despines continue, s'agit-il des sexes que nous importe 100 ou 1000 observations de pneumonie recueillies dans les hôpitaux ou puisées dans les monographies si on n'a pas su se mettre à l'abri des circonstances sociales ou administratives étrangères à la pathologie qui ont pu fausser les rapports de sexe. Là, par exemple, je trouve que dans une source historique comme celle-ci, revenir un petit peu sur ce que dit Marc Despines me semble assez passionnant. Il parle aussi des âges. Hein. Selon qu'on aura puisé ces matériaux dans les hôpitaux d'enfants, d'adultes ou de vieillards, l'âge des malades exprimera tout autre chose que la fréquence de maladies étudiées aux divers âges de la vie. Et il parle aussi de l'habitation. Donc ça, c'est une de mes premières volontés, en fait. Alors, c'est de revenir déjà dans ces sources-là, dans ces textes-là, pour montrer comment ils ont balisé le parcours avant qu'on soit aux classifications internationales des maladies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis, Marc Despines, dans son ouvrage, là je vais vous passer, là je vous montre juste un exemple, mais il cite un nombre d'auteurs assez intéressants, hein, des collègues à lui qui l'auraient influencé. Et c'est vrai que c'est des réseaux qu'on méconnaît, en fait, comment se sont construits ces manuels de statistiques comparées, comment ils ont influencé la création de la classification internationale des maladies dans ces diverses étapes, c'est encore très très méconnu, très très peu exploré, soit par les historiens et historiennes d'après ce que j'ai compris, ou par des sociologues et anthropologues. Je voulais aussi vous montrer, comme source qui moi m'intéresse au niveau plus là, de l'analyse historique, justement cet intérêt de la statistique dans les années, fin du 19e, début du 20e. Là, j'ai pris l'exemple de la grippe espagnole en Suisse, hein, en l'occurrence. On a le tableau pour les hommes et puis dans la slide suivante pour les femmes. Typiquement, il y a eu beaucoup d'insistance sur le fait que c'était très important de faire des statistiques selon les âges. Parce que là, on voit bien, donc, hein, la pandémie de grippe espagnole, c'est 1918-1920. Ça a été très peu médiatisé dans la mesure où on était en plein pendant la Première Guerre mondiale, donc c'était aussi très compliqué d'en parler. Et puis c'était justement parce que c'était en territoire neutre en Espagne, qu'on a commencé à parler de ça, qu'il y avait le plus de statistiques. Finalement, c'est après la guerre qu'on a pu faire ces statistiques, mais là, on voit bien, je ne sais pas si quelque chose vous frappe, en fait, avant que moi je dise quoi que ce soit. C'est 19 ans, ils vont s'en sortir vachement. Ouais. Exactement. En fait, on voit vraiment qu'il y a un pic d'âge, hein, entre 20 et 49 ans, où
où c'est beaucoup plus fort en fait. Les statistiques des autres années, oui, il y a une augmentation des décès, mais qui n'est pas extrêmement impressionnante, alors que si on passe de la tranche d'âge de 20 à 29, on passe de 1506 en 1917 à 6167 en 1818, à peu près pareil pour les autres, enfin pour les décennies qui suivent, alors qu'après, dans la population plus âgée, on revient plus ou moins à une norme. Et, pareil pour la population féminine. Alors ça, c'est typiquement ce à quoi pouvaient servir les statistiques de décès en fonction des âges. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette population a été plus touchée que les autres par la pandémie ? Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. On pense que c'est parce que c'était une population qui bougeait plus, qui circulait plus, que à cause de la guerre, il y avait aussi des personnes qui étaient dans les casernes, donc plus de possibilités finalement de se rencontrer. Mais ça, c'est une hypothèse qui a été soutenue par plusieurs historiens et historiennes. En même temps, pour d'autres, ce serait plutôt le système immunitaire de cette catégorie d'âge qui était moins résistant à ce virus, en fait. On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est à ça aussi que servent ce genre de statistiques, et c'est ce pourquoi il y a eu beaucoup d'insistance au début du XXe pour vraiment standardiser ce genre de choses. Alors si on revient à la CIM, pourquoi moi ça m'intéresse, cette classification internationale des maladies ? Moi je vous l'ai dit un petit peu avant, ça contient un nombre de documents bruts qui sont assez intéressants à analyser quand on fait de la sociologie, de l'anthropologie et de l'histoire. J'ai mis ce premier volume, on ne voit pas grand chose là, mais qui est le tout premier, qui émane de ce qu'avait écrit Jacques Bertillon, qui est le numéro 1. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec ces classifications internationales, c'est que elles sont révisées assez systématiquement, et puis avec vraiment des changements énormes d'une édition à l'autre. Ça aussi, je ne sais pas si c'est très indigeste en fait comme source comme ça, je ne sais pas si vous êtes amusé à les lire, mais c'est vrai que si on prend la CIM 9, elle est très différente de la 10, notamment parce qu'entre la 9 et la 10, il y a l'épidémie du sida, qui a fait qu'on a dû complètement changer la façon dont on a exposé les codes dans la CIM 10. Donc déjà, d'une édition à l'autre, ça change énormément, mais d'un pays à l'autre, ça change aussi énormément. Il y a des façons de s'approprier les codes, d'en rajouter, d'en diviser, de mettre des divisions qui peuvent varier. Il y a des pays, par exemple, qui sont à peine passés par la CIM 9, d'autres qui l'ont gardé très longtemps. Donc là, il y a une façon aussi d'une région à l'autre, ou plus d'un pays à l'autre, de considérer l'ouvrage et puis de le réviser. Ce qui est assez intéressant parce que ça dit aussi de comment on travaille ces codes, comment on les utilise et puis pourquoi on peut en changer d'un pays à l'autre. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouvais particulièrement intéressant parce que la CIM 11 est en train de sortir actuellement. En fait, elle vient d'être présentée ce mois-ci à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la santé. Et elle sera adoptée normalement au niveau international en 2022, donc elle n'est pas encore effective. Par contre, alors moi je ne l'ai encore pas beaucoup parcourue, mais on dit qu'elle est encore complètement différente de la numéro 10, avec des codes qui seraient beaucoup plus précis, des phrases qui seraient presque transformables en code, et puis des rajouts. Notamment la médecine traditionnelle ou tout ce qui concerne la dysmorphie de genre. Il y a énormément de choses qui ont été adaptées et on peut y participer. Ça veut dire qu'elle est en constante révision encore maintenant. Donc je trouvais intéressant d'étudier aussi cette mise en application de la CIM 11. En fait, ce moment, elle est encore pas mobilisée ou très peu. Mais en fait, elle est perçue comme complètement révolutionnaire, évidemment, par ses promoteurs comparé à l'édition précédente. Je vous ai mis sur les images, juste pour que vous voyez, on a des éditions différentes d'un pays à l'autre, justement. La CIM 10, c'est l'édition française. Nous, en Suisse, on utilise beaucoup plus une CIM qui s'apparente à celle d'Allemagne. Donc, une édition à l'autre, du même numéro, elle varie considérablement. Elle est internationale, mais avec des appropriations régionales ou nationales. Et c'est vraiment ça c'est une des choses, j'y reviendrai, mais qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on mobilise une façon de faire plutôt qu'une autre au niveau de... Parce que ça nécessite beaucoup de révision en fait. Puis peut-être que ce sera plus clair si je mets cette petite carte. Parce que comment est-ce qu'on
comment est-ce on les construit en fait, ces codes? Comment est-ce qu'on fait en sorte à avoir typiquement aussi, non seulement dans des réseaux, mais comment est-ce qu'on s'accorde pour construire un code? Et ça, moi, c'était une des questions peut-être très naïves, mais je ne savais pas comment est-ce qu'on les construit, enfin même qui les construit ces codes. Alors maintenant j'en sais un petit peu plus parce que ça fait quand même quelques mois que j'explore la thématique, mais il y a un groupe à l'OMS qui est censé finalement prendre les décisions principales pour la création de ces codes. Par contre, il y a plus de 12 000, c'est ce qu'on appelle des Global Clinical Practice Network, qui sont des groupes en fait, de consultants qui sont répartis dans le monde entier. Et ça, c'est des groupes qui m'intéressent beaucoup, parce que finalement, c'est des petits groupes, ils sont moins nombreux que nous pour certains, mais qui doivent réfléchir ensemble à la pertinence des codes, pourquoi ces codes peuvent rester d'une édition à l'autre, ou au contraire, doivent être révisés, ou doivent même être complètement modifiés. Donc, vous voyez le nombre de groupes, c'est assez énorme. Donc, c'est ça qui répond aussi à votre question, c'est que l'OMSC international, tous les pays sont censés utiliser la CIM, indépendamment de leur tradition, de leur manière en fait, d'exercer la médecine. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est qu'en Inde, on va utiliser par exemple la CIM, mais avec des adaptations en fonction des thérapies à l'œuvre et des médecines par exemple traditionnelles qu'on pourrait utiliser dans un pays. Donc, on continue à utiliser ce manuel, mais il y a des groupes locaux qui apportent certaines révisions pour que finalement le manuel puisse correspondre plus ou moins aux attentes des pays spécifiques. Et alors c'est anthropologiquement assez intéressant, peut-être que ce sera plus clair quand vous verrez le contenu d'un texte de CIM, mais ça montre vraiment qu'il doit y avoir des adaptations, et donc ces groupes sont chargés de ça, se réunissent une fois par année pour tous ensemble dans des colloques pour pouvoir aussi discuter de ce qui doit être révisé. Et je trouve intéressant, alors au niveau peut-être plus anthropologique, de voir comment ces groupes travaillent, parce qu'on a peu accès à leurs réunions, mais ça peut être des semaines entières d'affilée où ils se mettent d'accord sur les codes et sur ce qui doit primer dans la classification. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans la CIM, au niveau textuel, les rédacteurs de la CIM, ça aussi c'est jamais très clair qui sont ces rédacteurs, mais s'efforcent de montrer les révisions qui ont été faites et de vraiment nommer les principaux changements pour que ce ne soit pas complètement nébuleux. Mais évidemment, il nous manque une grande part de ce qui a finalement été décidé. Et puis pour compliquer encore la chose, parce qu'évidemment la CIM c'est un manuel, mais en fait c'est un manuel qui ne suffit pas, qui suffit souvent pas pour spécifier certains types de pathologies. Donc ça fait depuis la fin des années 70 qu'en plus de la CIM en tant que telle, il y a d'autres classifications internationales qui sont liées à différents types de pathologies. Alors je vous en ai mis quelques-unes, il y en a beaucoup plus, hein, mais notamment pour l'oncologie, pour la neurologie, pour le handicap, là aussi avec des révisions qui sont parfois nationales. Mais je vous laisse imaginer à quel point ça multiplie encore les manières de coder et la façon finalement dont on envisage les pathologies en tant que telles. Et puis, il s'agit aussi de les combiner. On combine toujours la CIM à ces classifications. Alors, vous savez, en fait, on code quoi? Pourquoi on code? Je pose la question parce que ça aussi, moi, je ne savais pas trop, finalement. Ce sera quoi, toutes ces classifications? Il y a des questions d'assurance, remboursement. Il y a notamment des questions d'assurance. Chez nous, en Suisse, c'est très très fort, ça. On code encore plus pour pouvoir faire en sorte que les hôpitaux soient remboursés en fonction de certains types de diagnostics ou de groupements de diagnostics. Mais c'est aussi censé servir la recherche et les statistiques de santé publique. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes derrière les codes. Donc en gros, ce que je trouvais aussi important et intéressant, c'est que je me disais, mais on code quoi et puis à partir de quand? Parce que je ne savais pas si sur un dossier de patient, il y avait déjà des codes. Puis en fait, ce qu'on code, alors ça a des noms différents en Suisse, en France, mais c'est notamment les résumés de sortie. À partir du moment où vous avez fait un séjour en hôpital, il y aura un nombre de choses qui sera soit transmises aux médecins traitants, soit qui doivent être gardées dans des dossiers. C'est après chaque séjour de patient,
c'est chaque fois un patient, s'il est hospitalisé plusieurs fois, il aura plusieurs résumés. Et puis, il y aura passablement d'informations, mais notamment les motifs d'hospitalisation, ce qui vous a amené à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez eu, comment on a agi sur vous au niveau thérapeutique, et puis est-ce que vous êtes allé après dans un autre hôpital, est-ce que vous êtes mort, est-ce que vous êtes rentré chez vous. Tout ce genre de choses, ça doit être codé en fait. Donc, c'est des phrases, ça reste des phrases qui sont écrites dans ces lettres-là, mais elles vont devoir après, pas tout, mais un grand nombre d'entre elles, de ces informations, vont devoir être codées. Et les codes, c'est ça, notamment. Donc on traduit des phrases, que ce soit dans des dossiers de patients ou dans des... Mais après avoir écrit des phrases, on les code. On code ce qu'on peut coder. Alors je vous montre juste quelques exemples, parce que ça prend du temps de coder. Donc typiquement, après un accouchement, il y aura différentes manières, si une femme accouche, de coder ce qui s'est passé. Alors là on est dans les travail accouchement compliqué, avec un problème du cordon ombilical. Alors non seulement il y a un problème de cordon ombilical, mais il faudra ensuite le décliner en fonction de la problématique. Donc, là je vous montre j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais c'est juste aussi pour comprendre le temps que ça peut prendre à partir du moment où il y a eu quelque chose qui s'est passé, de trouver quel code correspond à ce qui s'est exactement passé. Donc ça, c'était aussi une question que je pose aux gens que j'ai interviewés. Enfin, on le trouve où, ce temps pour coder? Et qui est-ce qui code? Si on prend la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, c'est encore relativement différent, parce que pour parler du handicap, on va devoir prendre des paramètres qu'on n'aura pas forcément dans la CIM. Alors, on ne voit pas beaucoup ici, mais je vous ai mis deux thématiques assez différentes. On aura sur la gauche plus ce qui se passe vraiment au niveau physique, mais où on essaye de décrire assez précisément ce qu'on identifie chez la personne qui peut avoir un handicap ou un problème à un moment donné dans le fonctionnement. Mais il faudra aussi pouvoir coder des prises en charge notamment des prises en charge sociales. Là aussi ça se décline, c'est assez énorme, c'est encore qu'un petit exemple, mais services sociaux généraux, système relatif aux services sociaux généraux, avec chaque fois une explication, une sorte de descriptif pour dire en fait ce qui a été mis en place pour la personne qui a par exemple un handicap. Donc là encore, tout ça est codé. Ça multiplie bien sûr la manière d'appréhender le handicap, vu qu'on va souvent combiner ça avec la classification internationale des maladies. Et puis encore, pour vous montrer juste encore un exemple, pour l'oncologie c'est encore différent. Pour l'oncologie, on va se focaliser sur la topographie. Est-ce que ça se situe dans le poumon par exemple, ou est-ce que ça se situe dans la gorge, et où, ça c'est vraiment le lieu du cancer. Mais on va aussi voir quelle est la forme du cancer. Ça, c'est la morphologie. Et puis, le comportement de ce cancer. Est-ce qu'il est très invasif? À quel stade on en est? Donc, c'est encore une autre manière de coder. Donc, ça fait beaucoup de code. Et puis, enfin, parce qu'on n'est pas que dans la pathologie, mais il y a encore toutes les interventions, les opérations chirurgicales. Qu'est-ce qu'on fait pour soigner? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour soigner la personne? Et ça aussi, alors là je vous ai mis un exemple de Suisse, mais c'est la classification suisse des interventions chirurgicales. Là aussi, on aura toute une série de codes pour expliquer ce qu'on a dû faire pour pouvoir prendre en charge la personne. Donc ça donne en fait des choses assez intéressantes au niveau visuel, quand c'est codé, où on doit pouvoir combiner ces types de codes. Alors, moi, une des questions qui m'a beaucoup interpellée, c'était comment on choisit le bon code? Comment est-ce qu'on interprète finalement? Parce que c'est très compliqué. Vous avez vu le nombre de descriptifs qu'il peut y avoir. Ça peut être très subjectif la manière dont on choisit. Et puis, en plus, dans chaque manuel, il y a des directives. Ça veut dire qu'on est censé pouvoir donner des pistes aux personnes qui vont coder pour qu'elles se soient un petit peu moins perdues. Là, je vous ai encore pris un exemple. Ça, c'est au niveau de l'oncologie. Je vais pas lire en entier, mais
c'est juste pour que vous compreniez, directive pour le codage. Lorsque le diagnostic n'indique pas le tissu d'origine de la tumeur, choisir le code approprié parmi ceux proposés dans l'index alphabétique pour les localisations mal définies, plutôt que la catégorie SAI. Alors en fait, tout le texte après essaie d'expliquer comment on peut choisir dans quelque chose qui se situe dans le bras. Mais là encore, ça nous dit qu'il peut arriver que le diagnostic n'indique pas le tissu au niveau duquel est apparue la tumeur. Par exemple, bras pour faire référence à peau du bras, à divers tissus mous du bras ou même aux os du bras. Donc c'est compliqué en fait de savoir comment est-ce qu'on va définir la chose. Donc, ça c'est censé guider un petit peu les codeurs pour qu'ils soient un petit peu plus précis dans leur manière de coder, mais on voit à quel point finalement orienter la personne qui code, c'est pas évident de le faire de manière textuelle. Il y aura aussi, je vous donne encore un exemple, mais là on est dans la CIM. Qu'est-ce que c'est une mortalité maternelle? Alors, est-ce qu'elle se fait avant 42 jours? Est-ce qu'elle se fait après? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau obstétrical direct ou indirect? Là aussi, la définition peut varier et il s'agit d'être extrêmement précis pour choisir le bon code. D'où ma question, qui choisit ces codes? En fait, finalement, qui le fait? Là aussi, en Suisse et en France, c'est un petit peu différent. D'après ce que j'ai compris, quand je me suis plus intéressée à la Suisse, en France, on est encore souvent au niveau des... Enfin, c'est souvent les médecins qui codent. Ce qui devient extrêmement compliqué, parce que c'est justement, comme je disais avant, très long. Ça prend un temps vraiment conséquent. Et pour les personnes que j'ai interrogées, qui sont suisses mais qui travaillent avec des médecins français, qui disaient en fait le temps on ne sait plus trop quand prendre. Des fois le matin avant de commencer ou quand on a une pause, mais prendre ce temps devient de plus en plus compliqué, d'où le fait que maintenant il y a une série de logiciels qu'on essaye de mettre à disposition des médecins pour les aider à coder rapidement et à coder de manière de plus en plus standardisée. Alors qu'en Suisse, c'est très différent. Depuis longtemps, et à Lausanne, ça a été parmi les précurseurs, mais ça je l'ai aussi appris il n'y a pas si longtemps. En fait, ça fait un bon moment qu'on a des codeurs et codeuses professionnels qui sont parfois des anciens soignants, mais pas toujours. On a des médecins de santé publique qui sont devenus des codeurs, mais ça peut aussi être des gens qui viennent... Là aussi, il y a une ethnographie intéressante à faire de qui sont ces nouveaux codeurs et codeuses. En l'occurrence, c'est des personnes qui sont dans l'hôpital et qui reçoivent tous les résumés de sortie, toutes les lettres de sortie, et qui doivent s'accorder sur la manière dont on code. Ce qui là aussi, ça pose pas mal de questions, parce que, encore une fois, c'est des personnes qui reçoivent des phrases écrites par des médecins, et ils sont censés pouvoir mettre en application, se référer à un manuel de codage que je vais vous présenter juste maintenant, pour pouvoir choisir le bon code en fonction des phrases qu'ils ont reçues. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors là aussi, pour l'instant, je me suis entretenue avec un codeur, mais comment faire quand on n'est pas forcément soignant soi-même, comment est-ce qu'on fait pour réussir à coder alors qu'on a une situation clinique qu'on ne connaît pas forcément? En plus, dans ces manuels de codage, on a différents types de diagnostics. Des diagnostics principaux, des diagnostics supplémentaires. Donc là aussi, il faut pouvoir hiérarchiser les diagnostics. Parce que sinon, au niveau statistique, ça va complètement changer la donne. Donc là, je trouve intéressant juste de vous mettre un petit exemple. Donc, on a un manuel de codage médical en Suisse qui est au niveau fédéral. Donc tout le monde est censé l'utiliser en Suisse. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le système politique suisse parce qu'on en aurait pour des heures, mais en gros, du coup, tout le monde est censé l'utiliser. Et puis, ça fournit les statistiques de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Office fédéral de la statistique. Mais ce que je trouvais assez intéressant ici, c'est typiquement, il y a toute une partie dans ce manuel qui vise à faire comprendre ce que c'est un diagnostic principal. Qu'est-ce qu'on met en premier quand il s'est passé plusieurs choses. Et là aussi, c'est différent en Suisse de la France, parce qu'en Suisse, ce qu'on met en premier, le diagnostic principal, c'est ce qui aura coûté le plus cher à l'hôpital. Alors qu'en France, c'est ce qui vous aura fait venir à l'hôpital. Donc là aussi, ça fait des différences énormes. Le diagnostic principal c'est quand même assez différent de se dire que ce qui a coûté le plus cher de ce qui finalement vous a amené dans l'établissement. Donc forcément, ça crée des doutes. Et puis des fois, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en diagnostic principal. Donc là, dans le manuel, on guide le codeur ou la codeuse
en disant en cas de doute, le codeur aussi, quant au choix du diagnostic principal, il pourra redemander au médecin traitant s'il est bien sûr que c'est ça le diagnostic principal. Alors pour pouvoir comprendre ce que c'est un diagnostic principal et pour un codeur qui n'est pas soignant, ben, il doit avoir des exemples en fait, pour pouvoir choisir le bon terme, enfin le bon diagnostic principal. Et dans ces manuels de codage, ça je trouve aussi super intéressant au niveau textuel, en fait on a des espèces de petites situations cliniques qui permettent aux codeurs de choisir ce que c'est un diagnostic principal. Je ne vais pas tous les lire, mais par exemple le 2, une patiente souffre d'insuffisance cardiaque décompensée sur défaut septal auriculaire préexistant et d'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs avec une salvation. Traitement de l'insuffisance cardiaque, traitement des membres inférieurs par vacuum dans une semaine. La deuxième semaine, on procède à une occlusion percutanée du septum auriculaire à l'aide d'un dispositif d'occlusion vasculaire en plat de serre. Alors, le codeur est censé pouvoir savoir ce qu'il va mettre comme diagnostic principal. Là, on a l'explication en raison d'opération cardiaque avec implant, le défaut septal auriculaire est codé comme diagnostic principal. Alors, moi, une de mes questions pour les entretiens que je compte mener avec les personnes qui codent, c'est finalement comment, d'une situation clinique exemplifiée comme celle-ci, il y en a toujours entre 1 et 4 exemples, comment est-ce qu'on fait pour transposer en fonction d'autres situations cliniques, parce que les autres situations cliniques sont souvent très différentes de celle-ci, évidemment. Et en discutant avec des médecins, qui me disaient qu'eux-mêmes avaient essayé de faire l'exercice, et puis qu'en fait, entre 4 personnes, ils n'étaient pas du tout arrivés aux mêmes conclusions, évidemment, de ce qu'il fallait coder. Donc je trouve intéressant, une première chose pour moi, c'est de savoir comment est-ce qu'on se débrouille en tant que codeur ou codeuse quand on a une situation clinique qui n'est évidemment pas du tout, enfin, qui peut s'apparenter un petit peu à celle-ci, mais qui sera forcément pas tout à fait la même. Et puis c'était aussi qui rédige ces situations cliniques-là en estimant qu'elles sont les plus pertinentes pour servir d'exemple. C'est quelque chose qui n'est encore pas résolu. Donc, comment est-ce qu'on s'accorde pour se dire que cette situation clinique est assez exemplifiée pour qu'on puisse se l'approprier et qu'elle soit compréhensible et partageable. Donc ça, c'est un de mes questionnements. Je n'ai pas de réponse en fait. J'ai pour l'instant surtout des questions. Et puis, une autre chose qui m'intéressait vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait consensus sur un code. Parce qu'on pourrait les multiplier à l'infini, ces codes. Alors là, je suis désolée, parce qu'il y en a 2 parmi vous qui ont déjà vu ces petits exemples-là, mais parce que je les trouve assez intéressants. Là, on est dans les causes externes, on a la CIM, et puis on est dans les causes externes. Pas une maladie physiologique, mais quelque chose qui a pu provoquer une blessure, par exemple. Et je trouve que c'est une section passionnante. Je pense qu'on va rarement aussi loin dans la lecture de la CIM parce que c'est tout à la fin. Mais finalement, on a dû s'accorder sur des choses qui peuvent être des causes externes de blessures. Et puis là, on a des accidents de planeur, des accidents d'aéronef, des personnes qui sont blessées en montant ou en descendant de l'aéronef, un parachutiste blessé dans un accident de transport aérien, mais il faut quand même exclure personne qui effectue une descente après un accident d'aéronef. Moi, je trouve très intéressant de me dire comment est-ce qu'on a choisi, ce code plutôt qu'un autre finalement, parce qu'il pourrait y avoir. Alors, la liste, elle est assez exhaustive, mais elle pourrait l'être encore plus. Et puis, comment est-ce qu'on les décline ces codes d'un pays à l'autre? Ça, c'est quelque chose dont on avait aussi discuté la dernière fois avec Abby et Naïma, mais c'est vrai que là, on peut avoir une planche à roulettes dans une CIM en France, mais si on est au Groenland, qu'est-ce qu'on met à la place de cet objet? Comment est-ce qu'on transpose comment est-ce qu'on transpose les objets? Alors, ça, c'est une des questions qui m'intéresse beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, assez vite, je me suis dit que ça m'intéressait de savoir comment ça se passait, notamment au Groenland, ou en tout cas dans des pays où... Donc là, je suis en lien avec des psychiatres au Danemark pour savoir en fait, comment on fait pour... On traduit comment, et là encore, comment est-ce que ça fait consensus? Et puis pourquoi, d'une édition à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on va changer ce code? Est-ce qu'il va perdurer, ou est-ce qu'on va dire non mais l'aéronef, là, c'est complètement obsolète, il va falloir... typiquement les smartphones, tous les objets qu'il n'y avait pas il y avait très peu dans la CIM au moment de la rédaction de la CIM 10, comment est-ce qu'on va les intégrer dans les nouvelles classifications internationales? Peut-être, justement, on part la perche à ceux qui...
parce que c'est vrai que c'est des objets qu'il n'y avait pas du tout, donc on va forcément devoir les intégrer, mais alors comment? Est-ce que ce sera des nouveaux codes? Est-ce qu'on va complètement enlever ces codes et puis en mettre des nouveaux? Ça va nécessiter justement une analyse un peu comparée des éditions d'une édition à l'autre, mais aussi d'un pays, d'une région à l'autre. On va voir comment est-ce qu'on change, comment est-ce que ça change, et puis qui décide de changer ça. J'en mets juste quelques-uns, mais pour que vous compreniez, c'est toujours un peu la même chose, mais je trouve intéressant là, typiquement pour une analyse plus de genre, on a d'autres accidents affectant la respiration, de W75, suffocation et strangulation accidentelle dans un lit. Ça comprend les suffocations et strangulations qui sont dues au corps de la mère, au drap ou aux couvertures, ou bien à un oreiller. Alors, je trouve très intéressant de se dire le corps de la mère. Enfin, on parle du principe que c'était la mère, forcément la mère qui dort à côté de son enfant. Et puis, on a exclu le père dans cette catégorie-là, mais là aussi, il y a une analyse intéressante à faire, évidemment, sur le choix des personnes ou des objets qui sont mis sous cette catégorie-là. À gauche, c'était plus pour exemplifier justement des objets, certains types d'objets, ou par exemple un fauteuil roulant. Est-ce que ce sera partout ça, ou est-ce qu'il y a d'autres objets qu'on mettra par la suite? Il y a les objets, puis il y a aussi les animaux, toujours dans les forces internes qui agissent. Donc, on a typiquement les contacts avec les animaux marins, les morsures ou piqûres non venimeuses d'insectes, autres arthropodes, morsures au cou données par un crocodile ou un alligator. Là, ça revient un petit peu à ce que je voulais dire avant. C'est finalement, on s'accorde sur une. Là, on peut peut-être penser qu'on reprend des catégories des États-Unis, crocodile, alligator, mais on est comme dans la classification au niveau de la France. Alors est-ce qu'on a décidé de garder ces codes parce qu'on s'est dit que de toute façon on pouvait les garder, ou est-ce que ça va fluctuer? C'est toujours typiquement des questions. Je vais aller assez vite parce que Vincent sinon on n'aura pas trop de temps, mais voilà, c'est ce que je disais un petit peu avant. Une des choses encore qui va beaucoup m'intéresser. Pour l'instant, je suis encore en exploration, mais c'est ce que je vous disais avant. Comment est-ce qu'on choisit un exemple de situation clinique, et puis comment est-ce qu'on transpose cet exemple dans une situation clinique vraiment réelle? Là aussi, c'est un exemple dans le manuel de codage sur lequel je vais passer assez rapidement, mais il y a toute une série avec des points d'exclamation pour essayer de mettre en avant en fait, décrire les circonstances d'une maladie, d'une blessure, d'une intoxication ou d'une complication. Donc en fait, c'est pas codé, mais ça doit suivre le code. Et donc c'est comment ça émerge, comment quelque chose émerge. Dans un exemple, on a l'infection des voies urinaires par Escherichia coli. Donc on va mettre le diagnostic principal, mais ensuite on mettra un point d'exclamation sous Escherichia coli et autres entérobactéries causent des maladies classées dans d'autres chapitres, parce qu'il faut pouvoir préciser le germe ou préciser les circonstances. Par exemple, plaie ouverte de la plante du pied gauche d'un patient ayant trébuché sur un objet métallique dans la forêt. Le diagnostic principal, ce sera plaie ouverte d'autres parties du pied, mais il faut qu'on puisse se dire qu'on pense que c'est sûrement à cause de l'objet métallique dans la forêt, donc mettre un point d'exclamation, accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés. Ça aussi, ça demande considérablement d'attention sur ce qui s'est passé. Pareil, je vais passer très rapidement, mais sur les menaces de maladies. Donc il y a des maladies dont on n'est pas sûr qu'elles vont arriver, mais c'est possible qu'elles arrivent. Donc ça aussi, les codeurs et codeuses ont des petits exemples pour essayer de savoir s'ils doivent les coder, et si oui, comment. Il y a aussi justement un diagnostic menace d'avortement. Donc là aussi on a dû vraiment réfléchir pour savoir ce qui est de l'ordre de la menace, de quelque chose qui serait imminent, et puis des situations cliniques qu'on choisit pour que les codeurs et codeuses se débrouillent avec ça. Et puis après, il y a encore une section que moi je trouve aussi très très intéressante, c'est tout ce qui est des diagnostics qui sont présumés. Donc on n'est pas sûr, mais c'est possible que ça se passe. Et puis là j'ai souligné en jaune, j'ai fait des captures d'écran de ce que je suis en train d'analyser, mais je trouvais intéressant parce que par exemple, donc un diagnostic présumé,
au sens de ces règles de codage, sont des diagnostics qui ne sont ni confirmés avec certitude, ni exclus avec certitude à la fin d'une hospitalisation. Et pour le diagnostic présumé probable, je le trouve intéressant. Donc dans le cas où le diagnostic suspecté reste probable à la fin de l'hospitalisation, il est traité comme tel, il convient de le coder comme s'il avait été confirmé. En psychiatrie par exemple, un enfant d'âge préscolaire est admis avec une suspicion de TDAH. Les critères diagnostiques n'ont pas pu être suffisamment confirmés par la suite. Un traitement psychothérapeutique et pédagogique du TDAH a cependant été entrepris. Et donc il sera codé comme diagnostic principal perturbation de l'activité de l'attention. Donc on n'est pas sûr, mais on le code quand même comme tel. Bon, je trouve, alors au niveau de la psychiatrie, je trouve ça déjà passionnant, mais je trouve aussi intéressant parce qu'on emploie un exemple psychiatrique pour un diagnostic présumé probable, et il n'y a pas d'exemple pour la somatique. Donc comment est-ce qu'on transpose quand on est un codeur un exemple comme celui-ci à un codage au niveau somatique? Moi, je serais bien incapable de savoir comment on le fait. C'est vraiment des exemples très différents. Qui d'autre que le médecin qui a suivi le cas qui définisse? Comment est-ce qu'un codeur qui n'a pas vu le cas, qui n'est pas médecin? Pour moi, c'est vraiment ce genre de questions. Dans les entretiens, c'est peut-être aussi avec ça que je vais terminer, mais il me semblait qu'une des manières les plus intéressantes pour moi de faire serait de représenter ces manuels de codage en demandant en fait aux personnes qui codent, mais vous faites comment typiquement avec ça si c'est somatique, parce que moi ça m'interpelle beaucoup en fait. Donc voilà, là c'est la même chose, mais c'est toujours sur cette histoire de diagnostic présumé. Mais c'est vrai que souvent, on a beaucoup dans le manuel de codage des exemples de psychiatrie, et je me demande vraiment comment on passe d'une situation clinique à une autre, surtout quand on n'est pas, la plupart ne sont pas des soignants. Voilà, je vais passer rapidement, parce que sinon, Vincent, je pense que tu... Mais, donc peut-être juste aussi, parce que comme ça fait le lien avec ce que je compte faire, et puis revenir un petit peu au titre de la présentation. Donc, très brièvement, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on choisit les catégories en fonction des classifications. C'est d'une édition à l'autre, ça ce sera d'une analyse de sources écrites déjà, mais comment est-ce que c'est une classification? Alors il y a la CIM, mais il y a aussi des autres types de classifications, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment on a choisi de les catégoriser. Là, de pouvoir s'entretenir avec des personnes expertes de ces groupes dont je vous parlais avant de l'OMS ou bien des consultants, mais aussi si possible d'observer certains colloques, parce que c'est dans des congrès organisés par l'OMS que se prennent aussi certaines des décisions. Comment est-ce qu'on construit ce code? C'est ce que je disais avant finalement. Comment est-ce qu'on fait pour décider, pour s'accorder sur celui-ci? Donc là, plutôt des entretiens. Et puis comment on choisit les exemples de situations cliniques? Ça, je trouverais passionnant. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent du Canada. C'est des exemples qui se sont véritablement passés, qu'on prend comme exemple pour les manuels. Mais là encore, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on s'accorde sur certaines situations plus que d'autres? Et puis comment une situation réelle est traduite en code. Alors ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est facilement réalisable, entre guillemets, à Lausanne, parce qu'il y a un service de codage. Mais si c'est possible de faire pas que des entretiens, mais plutôt de pouvoir suivre les personnes qui codent en action, je trouverais ça passionnant, parce que c'est peut-être là qu'on voit aussi les blocages, les rouages aussi de cette manière de faire. Et puis, ce qu'on disait avant, comment les définitions des codes se transforment d'une région à l'autre, que ce soit les objets, que ce soit les animaux, mais que ce soit... Comment est-ce qu'on s'adapte, et puis qui, encore une fois, décide. Donc c'est beaucoup de questions en suspens. Je pense plutôt utiliser une méthodologie d'entretien et d'observation, mais en fait il y a énormément de littérature grise intéressante aussi pour comprendre les évolutions d'une classification à l'autre. Donc l'idée là aussi, c'est de pouvoir avoir une démarche un peu plus historique et puis observer ces transformations. Tout en repérant aussi justement les zones où on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a eu de tels changements. Parce qu'il y a des fois des blocages qu'on a de la peine à comprendre, ou en tout cas des documents auxquels on a de la peine à avoir accès pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une classification d'une révision à l'autre a été si différente. Étant donné que les auteurs des CIM mettent en avant eux-mêmes leur propre histoire, on a l'impression qu'elle est déjà écrite, cette histoire, et donc il y a vraiment quelque chose à faire pour se réapproprier dans une démarche plus historienne la façon dont ça s'est construit. Voilà. Donc, je crois que je suis plus ou moins dans les temps, je ne sais pas, Vincent, qu'est-ce qui...
on a pris un peu de retard et j'ai essayé de...